Les amis, bonjour, bienvenue sur les manches retroussées. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse une deuxième vidéo sur le théorème de Thévenin. La dernière vidéo, on a utilisé le théorème de Thévenin pour déterminer la tension borne de la résistance Z4 en utilisant le théorème de Thévenin justement aux bornes de cette dipôle Z4 ici. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on utilise le théorème de Thévenin pour déterminer la tension, cette fois-ci aux bornes de la résistance Z1. Pourquoi je le fais? Je le fais justement pour deux raisons. Parce que la première raison, c'est que le théorème de Thévenin, c'est un théorème qui est subtil et qu'il faut, pour maîtriser, il faut le travailler en permanence. Et la deuxième, et vous allez le voir dans la vidéo, que le théorème de Thévenin est un théorème vraiment avec lequel il ne faut pas s'amuser lorsqu'on veut vraiment trouver le résultat qu'on cherche. La deuxième raison, c'est que ce circuit est un circuit tellement riche. Il comporte beaucoup de subtilités qu'on retrouve très généralement dans plusieurs circuits électroniques. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de travailler toujours avec ce circuit-ci pour faire la deuxième vidéo sur le théorème de Thévenin. Alors sans plus tarder, essayons de voir de quoi il s'agit lorsqu'on veut déterminer la tension au borne d'un dipôle en utilisant le théorème de Thévenin. Qu'est-ce qu'il dit même? Il dit que le théorème de Thévenin dit que lorsqu'on a affaire à un circuit linéaire, dans ce cas-ci on voit très bien que ce sont des composants linéaires. Lorsqu'on a affaire à un circuit linéaire, on peut toujours transformer ce circuit linéaire-là en un circuit qui sera composé cette fois-ci simplement d'un générateur de Thévenin qu'on appelle souvent E-Thévenin, ETH, en série avec une impédance qu'on appelle impédance de Thévenin, ZTH, et que les deux seront en série avec l'impédance au bord de laquelle on est en train de travailler. Dans le cas de la vidéo précédente, on travaillait au bord de Z4. Cette fois-ci, on va travailler au bord de Z1. Donc voilà exactement ce que dit le théorème de Thévenin. Que lorsqu'on a affaire à un circuit linéaire composé exact, et dit qu'on travaille avec un circuit linéaire, ça veut dire qu'on travaille avec un circuit composé de composants essentiellement linéaires. Dans ce cas-ci, on voit très bien que tous les composants qu'on a sont linéaires. Notre théorème nous dit qu'on peut toujours transformer ce type de circuit en un circuit équivalent. Ce circuit-là sera composé d'un générateur de tension qu'on appelle encore E-Thévenin, en série avec une résistance de Thévenin et en série avec une impédance, l'impédance avec laquelle on veut travailler. Et avec ce circuit, ce système, si vous voyez que si on veut déterminer la tension au borne de cette impédance, ça devient très simple. On peut tout juste faire soit le point diviseur de tension, soit la loi des mailles ou toute autre technique que vous connaissez. Donc, le plus dur dans l'utilisation du théorème de Thévenin, c'est toujours de déterminer la tension de Thévenin, qui est une partie très délicate dans ce cas-ci. Maintenant, donc, comment donc faire pour déterminer la tension de Thévenin et l'impédance de Thévenin que voici? C'est une partie qu'on va s'atteler à faire tout de suite. Alors, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, lorsqu'on travaille avec le théorème de Thévenin ou même lorsqu'on fait tout autre travail sur les circuits électroniques, le plus important, c'est souvent de faire des schémas équivalents. Parce que lorsque vous avez des schémas équivalents, vous pouvez voir très bien comment, là où vous êtes en train d'aller et ce que vous êtes en train de faire. Dans ce cas-ci, on veut déterminer la tension borne de l'impédance Z1 au travers du théorème de Thévenin. Le théorème de Thévenin nous dit donc que lorsqu'on veut déterminer la tension de Thévenin, on évacue d'abord la charge au borne de laquelle on veut travailler. À cet endroit-là, on laisse juste une différence de potentiel. Et tout ce qu'on va faire dans le circuit sera vu de cette différence de potentiel-là. Qu'est-ce que ça donne donc comme schéma équivalent? Le schéma équivalent va nous donner un courant électromoteur I, notre dipôle qu'on évacue, qu'on enlève, notre impédance Z4 et tout le reste du circuit reste pareil. Ici, on avait notre générateur de tension sinusoïdale E. Et puis, l'impédance Z2, Z3 et l'impédance Z2. Donc voilà ce que ça donne le premier schéma équivalent. On a un schéma équivalent qui est là. Et on veut déterminer la tension de Thévenin, mettons le sens de la tension, par exemple comme ça. On ne sait pas encore dans quel sens cette tension-là ira, mais mettons-la d'abord comme ça. Et on appelle ça E-Thévenin. Donc c'est E-Thévenin qu'on veut déterminer. Pour déterminer donc E-Thévenin, le théorème de Thévenin nous dit qu'on peut passer par toutes les méthodes qu'on veut. Ici donc, on voit qu'on constate qu'on a deux sources d'excitation dans notre circuit. On a une excitation en tension et une excitation en courant. Déterminer donc la tension E-Thévenin avec les deux sources sera un peu compliqué. Et lorsqu'on a plusieurs sources d'excitation dans un circuit, on pense directement à quoi? Au théorème de superposition. Donc si on veut utiliser le théorème de superposition ici, on va d'abord commencer par évacuer
la source de tension et travailler exclusivement avec la source de courant. Et pour évacuer une source de tension, c'est qu'on remplace toujours et toujours le générateur de tension par un fil. C'est ça qu'on appelle court-circuiter un générateur de tension. Alors, allons-y, faisons-le. Alors, vous voyez que j'ai remplacé directement notre générateur de tension sinusoïdale qu'on avait là par un fil. C'est ça qu'on appelle court-circuiter un générateur de tension. À partir du moment où on a ça, on se rend compte que le travail est bien un peu plus simple. Parce qu'ici, on n'a plus qu'une seule source d'excitation qui nous débite un courant I dans le circuit électrique. Dis donc que le générateur de courant débite un courant I dans le circuit électrique. Comment est-ce qu'il va se comporter dans ce circuit-ci? Ce qu'on remarque, c'est que le courant ne peut pas passer là. Parce qu'on a court-circuité notre impédance Z1. Voilà les bornes A et B qu'on a mis là. Mais il n'y a rien, il n'y a aucun courant qui circule dans ce circuit-ci. Donc, ce qui va se passer avec le courant, c'est que le courant ne va entrer que directement dans l'impédance Z2. Puisqu'il va entrer dans l'impédance Z2, il y a encore un autre point là, ou un nœud. À ce nœud-ci, on pourrait se dire que le courant va passer là, entrer dans le court-circuit et puis revenir ici. Mais vous voyez très bien que si le courant fait ce chemin-ci, il va revenir encore là, à cet endroit-ci, et il va s'annuler complètement. Donc, ce que le courant va faire, c'est qu'il va entrer là, repasser dans la borne Z2, rentrer directement dans le générateur de courant. Il n'y aura aucun courant qui va circuler dans cette partie-ci de notre circuit. Simplement parce que le courant cherche toujours la route qui lui est le plus favorable. Le courant ne peut pas aller dans un endroit où il va s'annuler. Donc, le courant électrique va entrer là, dans l'impédance Z2, repasser directement dans le générateur de courant. Donc, toute cette partie-ci de notre circuit sera précipitée. Maintenant, donc, on voit ça. On peut se dire que notre E devenant, parce qu'ici, on est en train de chercher E devenant 1. On est en train de chercher la tension borne de A et B, ou la tension borne de Z1. Appelons donc ça E devenant 1, parce que E devenant, ça sera l'association de E devenant 1, donné par le générateur de courant, et E devenant 2, donné par le générateur de tension. Donc, E devenant 1, donc, on voit que ne va dépendre que de Z2, parce que Z3 ne connaît pas ne reçoit pas de courant électrique. Donc, s'il faut déterminer E devenant 1, on ne va passer qu'avec Z2. Pourquoi? Essayons de déterminer ça avec une loi des mailles. Si on utilise une loi des mailles ici, on voit que si le courant entre là, ça veut dire que la tension va aller comme cela. Et si un courant vient ici, ça veut dire que la tension va aller là. Donc, on suppose qu'il y a un courant qui entre dans Z3. Et on va démontrer par la suite après qu'aucun courant ne peut entrer dans Z3. Donc, la loi des mailles nous dira, en prenant ce sens-ci positif, la loi des mailles nous dira que E devenant 1 est égal à Z2 fois I plus Z3 fois un I2 imaginaire. Appelons ça I1. Ce qui se passe, c'est que Z3 ne reçoit pas de courant, donc le courant qui entre dans Z3 est nul. Ça veut dire que E devenant 1 n'est rien d'autre que Z2 multiplié par I, le courant total qui sort de notre générateur de courant. Donc voilà, en fait, à quoi est égal E devenant 1. Vous voyez que c'est très subtil. Donc il faut bien comprendre pourquoi est-ce que le courant entre exclusivement dans Z2 et ne passe pas par Z3, repart directement dans I, dans le générateur de courant. Ça, c'est la première partie, E devenant 1. Maintenant, il faut déterminer E devenant 2. Déterminer E devenant 2 revient à précipiter le générateur de tension, le générateur de courant, et garder juste notre générateur de tension. Donc, le schéma équivalent nous donne quoi? Ça nous dit qu'on va précipiter notre générateur de courant. Et pour précipiter un générateur de courant, on le remplace exclusivement par un fil. Ça, c'est une méthode, ça, c'est une chose qu'il faut absolument maîtriser. On met toujours nos bornes A et B. Notre générateur de tension qui revient cette fois-ci, notre impédance Z4, l'impédance Z2 ou Z3, et puis l'impédance, allez, on va positionner ça un peu là, l'impédance Z2. Ici, c'est l'impédance Z3. Là, c'est E. Voilà. On a donc ça. Cette fois-ci, on veut déterminer l'impédance, on veut déterminer E devenant 2. Or, on voit que E devenant 2 ici, notre courant débité par le générateur de tension vient là, donc E devenant 2 va aller dans ce sens-ci. Qu'est-ce qu'on remarque donc avec E devenant 2? C'est que justement encore, vu de A et B, aucun courant ne va entrer dans cette évacuation de tension-ci, dans cette évacuation d'impédance. Aucun courant ne va venir là, donc Z2 et Z3 ne recevront aucun courant. C'est ce qu'il faut savoir qui est très important ici. Donc, pour déterminer E devenant 2, on peut toujours passer par la loi des mailles, ça se voit directement, on n'a pas besoin d'une loi des mailles. Mais pour bien l'expliquer, on peut passer par la loi des mailles en disant
disant que E déterminant 2 sera égal à Z2 plus Z3 multiplié par un courant fictif qui arriverait là, plus grand E. Et Z2, Z3, Z2 plus Z3 multiplié par I va donner 0. Donc E déterminant 2 sera égal à moins E. Sera égal à E, tout simplement. Donc, c'est un peu cela. Vous voyez très bien qu'avec une méthode aussi simple, on parvient à déterminer E déterminant 1 et E déterminant 2 en un temps relativement court. Donc, dès qu'on a trouvé E déterminant 1 et E déterminant 2, il nous suffit de trouver E déterminant total. Et pour trouver E déterminant total, qu'est-ce qu'on fait? On additionne ou on soustrait E déterminant 1 et E déterminant 2. Puisqu'on voit que E déterminant 1 et E déterminant 2 vont dans des sens opposés, ça veut donc dire que E déterminant total sera égal à E déterminant 1 moins E déterminant 2. Qui donne Z2I, Z2 multiplié par I moins E. Voilà E déterminant total. Dès qu'on a trouvé E déterminant total, qu'est-ce qu'il y a à faire? La prochaine étape, c'est de trouver Z déterminant. Pour déterminer donc Z déterminant, on fait quoi? Le théorème de déterminant nous dit qu'on court-circuite Z1. Court-circuiter Z1 veut dire qu'on remplace Z1 par un fil, tout simplement. On annule toutes les sources d'excitation dans le circuit et on détermine la résistance équivalente. Donc, on court-circuite Z1, donc on le remplace par un fil. On annule toutes les sources d'excitation, donc on remplace notre générateur de courant par un fil, par un interrupteur ouvert, et on garde les impédances. Z2 ici, Z3 là. Ici, on court-circuite le générateur de tension, donc on le remplace par un fil, et on garde Z4. Voilà ce à quoi est réduit notre système, notre circuit électrique. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez. Donc, ici, bien sûr, on garde toujours notre A et B, bien sûr. Et on détermine l'impédance équivalente aux bornes de A et B. Dans la précédente vidéo, je vous ai dit que lorsqu'on détermine l'impédance équivalente de Thévenin, on fait comme s'il y avait un courant fictif qui sortait de nos deux bornes A et B. Dire qu'il y a un courant fictif qui sort de nos deux bornes A et B, c'est que ce courant-là va aller comment? Ce courant va aller cette fois-ci entrer dans Z2, donc il ne va plus passer par l'interrupteur ouvert, puisque l'interrupteur ouvert annule le courant. Le courant ne pourra jamais passer dans un endroit qu'il annule, ou même qu'il le ralentit juste un peu, alors qu'il y a une autre route qui lui est plus favorable. Donc le courant va passer dans Z2 directement, entrer dans Z3 et remonter dans le court-circuit. Il ne va pas repasser par Z4. Il va remonter directement par le court-circuit et faire ce trajet-là. Donc on se rend compte que Z déterminant ou Z équivalent dans notre circuit, vu de A et B bien sûr, ça ne sera rien d'autre que Z2 plus Z3. Donc voilà Z déterminant. Vous voyez qu'on a déterminé E déterminant et Z déterminant. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à remplacer notre circuit équivalent, notre gros circuit qu'on avait ici, par un circuit équivalent composé d'un générateur de tension, qu'on appelle encore tension déterminant, d'une résistance équivalente ou encore résistance déterminant, et de l'impédance qu'on a au cours de laquelle on est en train de travailler, qui est Z1. Alors faisons ça. Alors, bien sûr, j'ai fait ce qu'on se disait, j'ai remplacé notre circuit total par un générateur de tension sinusoïdal qu'on appelle encore E déterminant. L'impédance Z déterminant et Z1. On se rend compte que pour déterminer UZ1 ici, c'est très simple, mais passons par une méthode élégante qui est le point diviseur de tension qu'on a vu dans une vidéo précédente. Donc, UZ1 sera donné par quoi? Sera donné par Z1 sur Z1 plus Z déterminant multiplié par E déterminant. On remplace directement ce qu'il faut remplacer par leur valeur, Z1 en haut. Le dénominateur, il y a Z1. Et puis Z déterminant c'est Z2 plus Z3. Et enfin, E déterminant c'est Z2I moins E. Donc voilà à quoi est égal UZ1 lorsqu'on détermine UZ, la tension pour U au bon de Z1 en passant par le théorème de déterminant. Vous voyez que c'est une méthode qui est assez, pas si simple que ça, mais qui demande beaucoup de tact lorsqu'on travaille sur un tel circuit. Si on avait dû passer par une autre méthode ici, par exemple le théorème de superposition, vous voyez que ça n'aurait pas été aussi simple que ça. Donc je pense que lorsqu'on a un circuit linéaire, comme je l'ai dit au début, la meilleure méthode pour simplifier ce circuit linéaire est toujours de passer par le théorème de déterminant. Mais faire très attention aux subtilités qu'il faut savoir.
Comme quoi? Comme la marche du courant dans un circuit électrique. Je pense même que c'est la compétence essentielle lorsqu'on veut travailler sur le théorème de Thévenin, la marche du courant dans un circuit électrique. Comment ça se fait que le courant ne passe pas par un interrupteur ouvert? Comment ça se fait que lorsque le courant arrive là, il ne passe pas dans un cadre, mais il passe directement dans le court-circuit? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que le courant préfère toujours la route qui le contraint le moins, là où il y a le moins de résistance. Vous voyez ici, par exemple, le courant arrive là, il n'entre pas là où le courant va là. Il voit qu'il y a une impédance et il y a un court-circuit. Le court-circuit l'annule complètement et la résistance le rabaisse ou le ralentit. Il préfère passer là où la résistance va le ralentir et laisser là où la route pour laquelle il sera annulé. C'est la même chose ici. Ici, il y a une route qui le laisse passer comme il est arrivé et il y a une autre route qui le ralentit. Il préfère passer par la route qui le laisse passer normalement. Donc, c'est un peu cela qu'il faut regarder lorsqu'on travaille sur les circuits électroniques. Vous voyez qu'avec cela, je pense qu'on a tout fait. Dès qu'on a compris ça, on peut travailler aisément sur le théorème de Thévenin. Donc, la prochaine vidéo, donc, ça sera une vidéo qui va porter sur le théorème de Norton, qui est un pendant du théorème de Thévenin. Lorsqu'on travaille sur Norton, on est obligé, ou pas obligé, mais on devrait connaître aussi le théorème de Norton. Donc, et dans cette vidéo-là, donc, on va toujours déterminer la tension au bord des Z1 en passant cette fois-là par le théorème de Norton et on va montrer que ce sont des méthodes équivalentes qui nous vont passer par des chemins différents, mais qui nous donnent exactement le même résultat. On va d'abord, et dans cette vidéo-là même, on va démontrer qu'en ayant l'impédance de Thévenin, on peut déterminer l'intensité de Norton ou encore et en ayant l'intensité de Norton, on peut déterminer la force électromotrice de Thévenin. À très bientôt pour la prochaine vidéo.